C'est donc un premier trimestre record à la Bourse de Paris, tout comme à Wall Street d'ailleurs. Bonjour Kevin. Bonjour David. Kevin Tauzet pour Carmignac, 9% de hausse en seulement 3 mois pour la Bourse de Paris, 10% à Wall Street. C'est au-delà de toutes les espérances. Est-ce que vous êtes content, vous êtes mal à l'aise Vous dites quoi? Plutôt content parce qu'on est plutôt investi et puis on va dire la bonne tenue de ces marchés d'actions, c'est aussi le reflet de la bonne tenue de l'économie d'une part et puis d'une trajectoire de désinflation qui est bien enclenchée de l'autre. Donc ça c'est la bonne tenue de l'économie, pardon, quand on vous écoute, on se dit de quelle économie il parle. En France, on est en croissance zéro, ouais, alors, en zone euro aussi. Vous parliez de Wall Street à l'instant, hein, ce qui est anticipé pour la publication, on va dire, de l'économie américaine, donc de la croissance du PIB américain sur le premier trimestre, c'est au-dessus de son potentiel, entre 2,5 et 3%, donc c'est une très bonne tenue de l'économie américaine. Ce qui est anticipé pour le deuxième trimestre, là aussi c'est près de 1,5 point de croissance du PIB, donc là aussi une bonne tenue de l'économie américaine. En Europe, en effet, on est dans un environnement de stagnation. Ça ne date pas d'hier, ça va faire 12-18 mois que ça dure et les perspectives s'améliorent. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de constater, c'est une forme de reprise de l'activité manufacturière et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie française, pour l'économie européenne, parce que c'est près de 20% des exportations mondiales qui sont assurées par les pays de l'Union européenne. Après, puisqu'on parle de Wall Street et des États-Unis, il y a cette valeur qui est le champion toute catégorie, c'est Nvidia évidemment qui fait des puces en lien avec l'intelligence artificielle, 240% de hausse de l'action en 2023, 85% depuis le début de l'année. C'est vraiment, ça reste une valeur, malgré sa cherté et toutes les promesses qui sont liées, ça reste une valeur incontournable en portefeuille. Vous en avez d'ailleurs chez Carmignac? Oui, on en a tout à fait chez Carmignac. On n'a pas que Nvidia, hein, on a plusieurs autres façons de s'exposer à cette thématique de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative et de la puissance que calcule que cela requiert. Aux États-Unis, ce premier trimestre, la dernière fois qu'on a eu un trimestre aussi bon, un premier trimestre aussi bon, c'était début 2019. Et pour rappel, on avait eu aussi un pivot de ce même Monsieur Powell pas longtemps avant ça. Donc ça, c'est un facteur, je crois, qui explique la bonne tenue de ces marchés. On aura l'occasion d'y revenir sur à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur ce deuxième trimestre en termes de trajectoire de politique monétaire. Je crois qu'il y en a un autre, et vous le soulignez, ce sont les fondamentaux économiques des entreprises. Si je regarde Nvidia, en tout cas la moyenne de ces 7 grandes valeurs américaines, ces 7 magnifiques comme on aime à les appeler, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une stabilité des ventes et une stabilité des perspectives de vente entre 10 et 15%. C'était le cas début janvier et c'est encore le cas aujourd'hui. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les perspectives de croissance bénéficiaire, elles ont augmenté de près de 5 points de pourcentage. Et donc c'est bien aux États-Unis. Aux États-Unis, sur ces grandes valeurs, sur ces grandes valeurs de la tech américaine. Les gens pourraient vous dire que toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours, les baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales, on les attend. Et voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas encore qui pourrait donner un peu de catalyseur au marché pour aller plus haut? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est qu'on a eu une trajectoire des marchés d'actions qui ont été portés par quelques valeurs. On parle de ces 7 grandes valeurs américaines, on pourrait parler de quelques grandes valeurs françaises dans le secteur du luxe par exemple. Par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques semaines, voire quelques mois, on a un élargissement des contributeurs à la performance des marchés d'actions. C'est plus tenu par quelques grandes valeurs. On a le secteur auto, par exemple, en Europe, qui tire bien, le secteur bancaire, le secteur technologique, qui fait même mieux que le secteur technologique américain au passage. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est ce scénario de conte de fées auquel je faisais allusion. Une bonne tenue de la croissance économique en général, mondiale, en tout cas une meilleure tenue de la croissance économique et une trajectoire de désinflation qui est bien enclenchée. C'est le conte de fées, ce qu'on appelle Goldilocks dans notre jargon. Boucle d'or. Exactement, boucle d'or. Plus de croissance et moins d'inflation. Ça augure plutôt une bonne trajectoire de performance de marché d'actifs risqués. Par contre, beaucoup de ces bonnes nouvelles, comme vous le disiez, sont intégrées. C'est-à-dire que si je regarde des indicateurs de volatilité, la volatilité sur les marchés d'actions, le fameux VIX, extrêmement basse, à 13 points. Si je regarde la volatilité des marchés de change, pareillement, extrêmement basse. La volatilité des marchés obligataires, pareillement, extrêmement basse. Sur les mêmes niveaux que ceux qui prévalaient avant qu'on rentre dans ce cycle. C'est un facteur de fragilité de... C'est qu'il y a sans doute un consensus qui est quand même relativement fort, de plus en plus fort. Donc il y avait une forme de prudence, ce qu'on a appelé le mur des inquiétudes a été escaladé par ces marchés d'actions. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer sur le trimestre à venir? On peut imaginer justement un deuxième trimestre, puisqu'on est au tout début, qui serait aussi fort que le premier, où on se dit là, pour le coup, c'est plus raisonnable du tout. Et en même temps, j'ai le sentiment que beaucoup d'investisseurs, malgré l'euphorie, restent, c'est assez paradoxal, un petit peu sur leur garde aussi. Oui, donc on a vu des montants records se déployer sur les fonds monétaires, que ce soit aux États-Unis, en Europe également. Qu'est-ce qui pourrait venir gripper, on va dire, cette trajectoire de performance des marchés d'actions? Sur les fondamentaux économiques, on l'a dit, ils sont plutôt bons. On ne s'attend pas à ce qu'on rentre en récession. Enfin, ils sont moins mauvais en zone euro.
Ouais, ils sont toujours très résilients. Toujours très résilients aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le front des, on va dire, des fondamentaux économiques. Si on regarde maintenant sur le niveau de valorisation, qu'est-ce qui pourrait faire bouger ces niveaux de valorisation qui sont, hein, comme on l'a dit, sur des niveaux qui sont relativement élevés, en tout cas aux États-Unis. Ce sera vraisemblablement la trajectoire de politique monétaire. Et est-ce qu'on peut avoir des déceptions là-dessus? Parce que le marché, tout comme la Fed, maintenant anticipe 3 baisses de taux d'intérêt, taux directeur de la Fed cette année. Mais si la croissance américaine continue d'être robuste, avec beaucoup de création d'emplois, et c'est tant mieux pour eux, ça pourrait pousser la Fed à différer un petit peu ses premières baisses de taux. Et potentiellement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés. Pourquoi c'est important? On parle du deuxième trimestre, parce que la première baisse de taux, celle qui est anticipée tant en zone euro qu'aux États-Unis, elle est attendue pour le mois de juin. Et donc on saura sur ce deuxième trimestre de 2024 si ce cycle de baisse des taux d'intérêt, il est vraiment bien initié au mois de juin. Et en effet, ça pourra faire, on va dire, ça pourra perturber, en tout cas faire évoluer la trajectoire des marchés. Pour ça, on a encore un peu de temps, je crois. C'est-à-dire que pour que la Réserve fédérale, par exemple, signale le fait qu'elle ne baissera pas ses taux dès le mois de juin, qu'elle le fera sans doute plus tard, eh bien, il faudra encore 1 à 2 publications d'inflation qui surprendraient à la hausse, donc qui pointeraient vers cette persistance de l'inflation. Pour rappel, hein, l'inflation moyenne aux États-Unis, elle est passée de un peu moins de 2% il y a ça 3-4 mois, en moyenne sur 6 mois, à presque 3%. Donc c'est une trajectoire, une thématique qu'il faudra suivre de près. Donc déception possiblement sur la macroéconomie et sur des baisses de taux qui arriveraient plus tard de la part de la Fed. Tout à fait. Donc ça pourrait être de nature à faire un pivot sur ces marchés et à poser des questions sur les niveaux de valorisation sur ces marchés d'actions notamment. Et en dehors de ça, donc, Kevin Tosey, il n'y a pas de raison objective aujourd'hui pour les investisseurs de vendre? Alors, si on cherche à faire le panel des différents risques qui sont là et qu'on peut essayer d'anticiper, en tout cas, il y a des échéances électorales aux États-Unis qui sont extrêmement importantes. Hein. On a un candidat Trump qui est en tête, mais je crois qu'il ne faut pas écarter non plus une forme de blitz de l'administration, en tout cas du candidat Biden. Ça, ce sera susceptible de faire évoluer les marchés parce qu'un scénario comme l'autre n'ont pas tout à fait les mêmes implications. Il y a des élections en Europe aussi, alors qui ont moins d'incidence sur les marchés financiers, mais en tout cas qui donneront quand même une forme de température sur où se situe, on va dire, l'électorat européen moyen sur l'échiquier politique. Ça, c'est un autre facteur susceptible de faire, on va dire, bouger ces marchés. Ces élections, elles sont là aussi au mois de juin en Europe, plutôt à l'automne aux États-Unis. Enfin, les marchés sont dans l'anticipation. Et puis, il y a ce qui se passe sur le front des marchés d'échange. Hein. On a un interventionnisme possible des autorités japonaises, par exemple, qui maintiennent une forme de pression sur le yen. Ça peut avoir des incidences sur, on va dire, la fonction de réaction d'autres banques centrales et notamment des autorités chinoises. Et ça serait quand même bien raisonnable d'imaginer encore une trajectoire similaire pour le CAC 40 ou pour les marchés boursiers après un premier trimestre qui est record déjà? Alors c'est notre scénario chez Carmignac, hein, c'est que la séquence que je vous décrivais, c'est bien celle-là, c'est-à-dire que ce qu'on anticipait, c'était plutôt une année en 2 temps, une première partie de l'année où il fallait plutôt prendre des risques, avec une deuxième partie de l'année où il faudra sans doute plutôt naviguer ces marchés de façon agile, ou en tout cas réduire un petit peu la voilure. Pourquoi? Parce qu'il y a ce risque de résurgence des pressions inflationnistes, et je crois que ce deuxième trimestre sera vraiment en écho à ça, c'est-à-dire une première partie du trimestre qui est plutôt prône à prendre des risques sur les marchés, parce que la croissance va bien, la désinflation est quand même relativement bien enclenchée, en Europe en tout cas, qu'il faudra plus de vérification, en tout cas de confirmation que l'inflation est bien plus persistante aux États-Unis, et ensuite une deuxième partie de trimestre un peu moins favorable potentiellement. À l'explication et point de vue signé Kevin Tosey pour Carmignac. Merci beaucoup. Merci David.